Bon, on reprend. Un, deux. OK. Donc, on va reprendre. On reprend. Oui, pas terrible. Bon, on reprend. Il me fait grand plaisir. Silence, s'il vous plaît. Si. Donc, il me fait grand plaisir de vous présenter notre premier conférencier invité externe. Donc, il s'agit du docteur Simon Duchesne, qui est professeur titulaire au département de radiologie et médecine nucléaire à l'Université Laval. Il est aussi chercheur au centre de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Euh, il est aussi le leader des plateformes de neuroimagerie de CIMAQ et de CCNA. Et les recherches de Simon visent à diagnostiquer le plus précocement possible les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, en comparant des données de neuroimagerie du cerveau de personnes cognitivement saines et celles de cerveau de personnes atteintes d'une maladie. Le professeur Duchesne est en mesure de déterminer les différences significatives qui caractérisent cette dernière et d'utiliser certains biomarqueurs pour prédire très tôt l'apparition de symptômes. Le titre de sa présentation est La santé cérébrale, le déclin et maladie d'Alzheimer. Merci Simon d'avoir accepté notre invitation. Merci, Ovi. En arrière, ça va toujours? Prosper fait son métier. Excellent. Merci encore. Merci, Sven. Super. Et toute l'équipe pour l'invitation. Vous savez, on m'a appelé externe, même si je viens souvent ici, finalement. Je me sens quand même en terrain très connu. Il y a 2 semaines, j'étais là avec Aman pour le projet VAS. Aujourd'hui, là, cette semaine, discutais avec Sylvie, Nicole, Pierre pour le projet de notre étudiant Sylvie Rowe. Aujourd'hui, évidemment, dans 2 semaines, je reviens pour CIMEQ. Bref, je suis comme un de ses cousins qui est tellement tout le temps ici qu'on finit par penser qu'il est dans la famille. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Vous me connaissez beaucoup comme étant quelqu'un d'imagerie. Je fais d'autres choses aussi. J'ai commencé de la modélisation, en fait, des projets presque pathologiquement grandioses et c'est un peu de ça que je vais commencer à vous parler aujourd'hui. J'aimerais commencer par, pendant que vous m'écoutez encore, par remercier les gens qui font vraiment le travail, dont toute mon équipe, principalement Olivier Potvin et Louis à l'avant-droite. Louis Simon qui n'est pas là et surtout Éléonore Chamberlain qui vient de terminer sa maîtrise et je vais présenter ses travaux. Mercenaire de la recherche comme la plupart d'entre vous, donc voici les impôts qui me financent. Aucune déclaration d'intérêt pour le sujet actuel. On va commencer par un préambule. Première des choses que je vais dire, risque d'en choquer certains et certaines. Vous êtes tous majeurs et vaccinés. Donc, je vais dire des choses qui peuvent vous déranger. Par exemple, c'est bien, l'amyloïde n'est pas tout. OK? Personne ne s'en va au courant. Parfait. Donc, je continue. On va peut-être avoir d'autres prononciations comme ça qui vont vous déranger, mais vous êtes avertis. Deuxième des choses, je ne suis pas clinicien, je suis ingénieur de formation, physicien dans l'âme, et donc j'ai une vue très mécanistique des problèmes qui m'occupent. Je sais qu'il y a beaucoup de cliniciens de tout type dans la salle, donc pour vous parler, évidemment, pour parler à travers mon chapeau, je vais commencer par une vignette clinique, une étude de cas, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Mon automobile. Donc, mon automobile qui commence à avoir une portée provinciale, probablement le monde dans la province commence à la connaître, et maintenant internationale, je dirais. Donc, une Mitsubishi Outlander 2008, je n'endosse pas Mitsubishi, c'est pas ça le point ici, qui est une automobile d'occasion. J'ai acheté mon ami Fred, et voilà. Quand je l'ai eu, comme toute bonne automobile, que vous voyez ici comme étant représentée de façon idyllique par le manufacturier dans la brochure. Hein? Et vous êtes tous familières avec le concept que la santé de l'automobile est reliée à la fonction de l'automobile, en général. Hein? Le matin, quand on prend l'auto, peu importe, quand on prend l'auto, on tourne la clé ou on pèse le bouton et ça commence.
Est-ce que quand on a un déclin de santé automobiliste, il y a un déclin de fonction automobiliste? C'est une grande question. Donc, quand Fred m'a vendu l'auto, m'a bien averti que la climatisation ne fonctionnait pas. Pour nous, ça ne nous dérangeait pas. Notre auto précédente était également d'occasion et il n'y avait pas plus de climatisation, donc c'était pareil au même. Je l'ai pris quand même. Cependant, après un certain temps, il y a eu un cliquetis dans le moteur qui est apparu. Évidemment, le cliquetis, après un certain temps, est disparu, donc on est tous familiers avec le principe. Si le bruit disparaît, le problème est réglé. On continue. Jusqu'à temps que je passe le tour à ma fille et mon beau-fils qui sont à Tadoussac dans le village. J'essaie d'aller prendre la traverse. L'auto ne part plus. Problème, bon, diagnostic que la batterie probablement à plat réussit à se faire booster. Vous me passerez l'expression. Ça fonctionne. Garde l'auto en route pendant la ligne de la traversée sur le bateau. Un beau désastre environnemental, mais finalement, ils sont revenus à Québec. Tout va bien. Jusqu'à, et ça ne s'invente pas, ma femme part avec mon fils pour l'examen de conduite de mon fils à la SAC. Okay, avec l'auto, mais il y avait eu la brillante idée, voyant sa sœur, de louer une auto de la SAC pour faire son test. Donc, il a passé son test, merci de vous en inquiéter. Mais en revenant à la maison, l'auto capote, ne fonctionne plus du tout. Bon, essaie de booster l'auto, ça ne marche plus. Donc, on remorque. Diagnostic au garage, j'ai donc appris, contrairement à chez les Honda et Mazda que j'avais eu avant, que les autres manufacturiers ont des systèmes plus indépendants. Mais chez Mitsubishi, plutôt que la courroie d'entraînement principale, le timing belt, il y a aussi une courroie multifonction qui prend la puissance du moteur et passe dans l'alternateur et s'en va jusqu'à la climatisation. Alors voilà, c'est clair, on a mis le doigt sur le problème, la cause unique de tous mes problèmes. On change la courroie. Comme de fait, l'auto recommence, la batterie est rechargée, le bruit disparaît, mais la climatisation ne fonctionne pas plus. Parce que le gearbox, vous me le permettrez, était tellement scrap que finalement, soit que je le change au complet, ce que je n'ai pas fait, ou la climatisation ne fonctionnait pas. Bon. Mais on a quand même trouvé la cause unique du problème, n'est-ce pas? La seule cause qui reliait le problème de santé à la perte de fonction de l'automobile. Voici la photo de mon automobile qui m'a permis de dire son nom complet, Mr. Darcy. J'ai quand même voilé pour pas que vous le reconnaissiez. 275 000 kilomètres. Et donc, est-ce que c'était le seul problème? Bien non. On a eu plusieurs autres problèmes avec Mr. Darcy, de courant de transmission, de batterie, de suspension. J'ai même eu l'essieu principal qu'il a fallu que je change, qui est curieusement facile, en fait. Les freins, voilà. Tous ces problèmes qui sont reliés, bien sûr, vous le voyez bien, avec le vieillissement de Mr. Darcy et l'exposition et aussi les capacités intrinsèques de Mr. Darcy en ingénierie, le mean time between failure de chacune de ses composantes, fait qu'éventuellement, la santé de Mr. Darcy diminue. Mais sa fonction est quand même relativement conservée, n'est-ce pas? Donc, évidemment, vous voyez tout de suite, je pense que vous l'avez compris, l'analogie où je veux vous en amener. Que le cerveau est une limite à l'analogie de l'auto, évidemment, mais quand même, des leçons qu'on peut prendre, que ce n'est pas un système simple, mais bien un système complexe. Et le mot complexe en mathématiques a une définition qui lui est propre. Donc, un système qui devient complexe parce qu'il a énormément de composantes qui interagissent toutes les unes avec les autres. Si on pense qu'on a un problème unique, en fait, souvent, on a un problème multifactoriel. Chaque problème unique finit par, peu importe, il finit par découler dans un système complexe en des problèmes qui sont multifactoriels. En fait, quand on regarde un système complexe à la fin, pensez au climat, okay? Peu importe la source, on se ramasse avec des problèmes dans plusieurs domaines, dans plusieurs facteurs du problème. Peu importe quel est le problème d'origine. Okay? Chaque facteur a énormément de paramètres. Des paramètres intrinsèques, des paramètres extrinsèques. Paramètres intrinsèques, l'âge de l'automobile, j'ai la quantité de kilomètres, le type d'huile et d'essence qu'a consommé M. Darcy dans sa vie.
et des paramètres qui lui sont externes. La route, l'état de la route, le fait qu'il voit de la neige ou non, le fait qu'il voit du sel sur la route ou non. Donc, tous ces paramètres-là, quand vous multipliez le nombre de paramètres par le nombre de facteurs, devient hautement dimensionnel. Ce qui mène donc que des approches statistiques pour régler des problèmes hautement dimensionnels commencent à nous laisser en plan parce qu'il nous faudrait une grande population de millions, de dizaines de millions, voire de centaines de millions de Mr. Darcy pour avoir la puissance statistique pour bien déterminer qu'effectivement, le paramètre X dans le facteur Y était vraiment la source du problème. Right? Donc, il faut qu'on change de paradigme si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors voilà. Je pourrais arrêter là, je pense que vous allez avoir compris. On va aller maintenant dans le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, essayez de vous passer le message que c'est un problème que je juge étant multifactoriel, également à plusieurs échelles, ce qui complexifie d'autant son analyse. Ce que je vous proposerai pour régler cela, c'est des modèles computationnels qui vont agir à diverses échelles. Je vais vous en présenter un à l'échelle nano à micro, j'y reviendrai, et remettre tout ça dans le concept de la santé cérébrale pour encore un deuxième modèle computationnel, mais cette fois-ci à l'échelle micro à méso. Alors voilà, multifactoriel. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est un problème d'un seul facteur? Pour ça, j'ai demandé à mon étudiant Louis Simon de faire une revue de littérature. En fait, c'est lui qui m'a posé le problème. Il m'a dit ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'amyloïde? J'ai dit ah. Il dit OK. Donc, je vais faire une revue de littérature systématique. J'ai dit on va faire un narratif. On va faire un scoping review. Parce qu'il est allé dans PubMed et d'autres banques de données, il fait une revue sur théorie, hypothèse, Alzheimer. Depuis tous les temps jusqu'à 2022. Résultat, 11 000 abstracts. Ça ne l'a pas arrêté. Donc, lui et toute une joyeuse armée de lurons et luronnes ont regardé tous les abstracts pour éliminer ce qui n'était pas correct, pour en arriver avec 121 articles, seminal articles, donc les premiers articles d'un ou d'une auteur, où il posait l'hypothèse ou la théorie pour expliquer la maladie d'Alzheimer. Okay? Donc, Selkoe est là une fois, parce qu'une fois qu'il a mis la théorie de la cascade amyloïde, mais on n'a pas mis les 127 articles publiés par la suite sur la même chose, et ainsi de suite sur les autres. Tous ces articles ont été publiés depuis les années, grosso modo, 80 jusqu'à 2022, où on a arrêté. Et pour chacun, on a déterminé si la teneur de l'article était de nature unifactorielle. Donc, littéralement, les auteurs disaient ce n'est que, on va revenir sur l'amyloïde, ce n'est que l'amyloïde qui cause la maladie d'Alzheimer, ou multifactoriel. Alzheimer est une combinaison d'un problème cérébrovasculaire suivi d'inflammation et de réponse métabolique, par exemple. Donc, voici certains des résultats. On a une dizaine de dimensions. Je vous montre, par exemple, ici, amyloïde, tout le monde en parle, qui est sorti donc dans le début des années 90. Plusieurs articles, plusieurs lignes d'investigation différentes. Et là, ici, je parle beaucoup et presque uniquement de la maladie d'Alzheimer pseudo-sporadique. Donc, j'élimine tout le côté génétique, le 2-3 qui ont évidemment un problème sérieux, je ne le nie pas, mais qui n'est pas, grosso modo, le pain et beurre de la plupart d'entre nous. Donc, pour ces gens-là, plein d'articles. En fait, ce qui m'a surpris, pas tant qu'il y a des gens qui aient supporté la théorie ou l'hypothèse de la cascade amyloïde depuis 1990, mais bien comment les gens ont renchéri, double down, jusque dans les années 2020. Il y a encore plus d'articles qui ont été publiés qui supportent encore plus la cascade amyloïde comme étant la seule cause de la démence amyloïde, de la démence Alzheimer, depuis ce temps-là. Okay? Donc, c'est quand même, je trouvais ça surprenant. Quand on regarde le reste, ça ressemble à ceci. Je vais y aller en sens anti-horaire. Donc, vous avez les protéinopathies, donc tau, par exemple, TDP43 et ainsi de suite. Maladie cardiovasculaire, la génétique. Donc, la génétique en dehors des 3 gènes APP, PS1, PS2.
le gut-brain axis, qui est le petit dernier, mais qui prend évidemment une vitesse, une plus grande croissance en termes de citation d'à peu près toutes les théories, quand même intéressant. L'infection qui est là depuis très longtemps. L'inflammation également, parmi les premières théories qui ont été mentionnées. La théorie la plus soutenue, qui est celle de mécanisme énergétique. Donc, j'ai mis ensemble métabolisme et mitochondrie. Les métaux, au début, c'était une question de toxicité. L'aluminium est sorti. C'est peut-être une des premières théories, en fait, qu'on a vues. Maintenant, les théories sont plus en toxicité. C'est plus en métaux pour le transport intermembrane, par exemple. La glie et la matière blanche et finalement les autres. Évidemment, il y avait une grande quantité de théories, je ne veux pas dire alternatives, mais qui touchaient à beaucoup d'autres domaines qui ont une caractéristique première. En général, quand on regarde ailleurs, c'est qu'on est fortement multifactoriel. Tiens. Donc, moi, en voyant ça, je ne suis pas, je l'ai dit, je ne suis pas bon en biologie. Donc, je vais croire les autres. Donc, je vais croire tous mes collègues qui ont publié 121 possibilités basées, tout un chacun. Chaque article présente des évidences. Donc, est-ce qu'ils ont sur 121 qui a raison? Ou est-ce que 121 parties de la vérité dans les 121 hypothèses? Je préfère y aller avec la raison plus simple qu'ils ont tous fort probablement raison s'il s'agit d'une maladie complexe. Et donc, il y a des hypothèses sur chacun des facteurs, dépendant de quand on regarde la maladie, surtout vers la fin, évidemment, et que chacun est impliqué à un certain degré dans la maladie. Maintenant, mon point est que peu importe, enfin, ma compréhension, donc c'est ce que je vous propose, si c'est un système complexe comme le cerveau, peu importe lequel de ces systèmes commence à être déréglé, à la fin, tous les systèmes vont finir par avoir des évidences de problèmes. Okay? Ça peut sembler très simple. Ça veut dire d'autres choses. De un, qu'il n'y a pas une cause unique à la maladie d'Alzheimer, il y aurait plusieurs causes uniques. Cependant, ça ne veut pas dire que chaque personne, chaque individu va avoir la même cause. Okay? Donc, plusieurs causes, même effet. Plusieurs façons d'arrêter l'automobile, mais à la fin, l'auto ne part plus. Right? Donc, à la fin, on a une finalité qui est commune. Donc, c'est ce que je vous propose. Pour prouver cela, parce que c'est beau à dire, ça semble évident, il faut quand même le prouver. Donc, comment faire ça dans un monde multifactoriel? Ça m'amène au modèle, à essayer de comprendre comment modéliser ça. Donc, comment modéliser une quantité effarante de différents facteurs. Ce qui m'a frappé beaucoup et qu'on ne voit pas nécessairement souvent, c'est comment tout ça agit à différentes échelles. Et par échelle, je parle vraiment d'échelle spatio-temporelle. Quand on regarde au niveau des molécules, qui nous sont exprimées par toutes sortes de protéines, évidemment, qui sont exprimées par le génome ou qui sont consommées de l'extérieur. On parle du glucose, mais on parle aussi de nicotine. Tout ça agit de façon locale, généralement, et sur une échelle très courte, secondes, minutes, en heures. On a ensuite une deuxième échelle au niveau des cellules, des tissus, où les processus sont un peu plus diffus en termes d'espace, si je compare à une seule molécule, sur des durées de temps un peu plus longues, en minutes, en heures, en jours. Les neurones vont même durer plusieurs années. Quand on monte de niveau, on a des tissus qui se regroupent ensemble pour former des structures. C'est généralement le niveau où j'opère en imagerie humaine. L'imagerie médicale nous permet de regarder des structures et de voir des proxys de ce qui se passe dans le tissu. Prenons le métabolisme par FDG PET dans l'entièreté de l'hippocampe ou d'un jury quelconque. Okay? Typiquement, on va faire ça plutôt que faire des analyses par voxel. C'est beau, mais les analyses par voxel, un voxel d'1 millimètre cube contient des dizaines, des millions de différentes cellules. Okay? Quand on regarde au-dessus de ça, on a encore une échelle, l'échelle méso, où là, on rentre au niveau de la cognition et des comportements. Et on rentre au niveau méta, où on a tout ce que Benjamin a discuté avant et d'autres choses. On va s'éduquer, on décide de faire de l'exercice, on décide de fumer ou de ne pas fumer, on arrête de fumer.
On a une deuxième langue, on décide de prendre notre retraite. Donc, tout ça, c'est du méta qui va influencer le méso, qui va influencer le macro, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez penser à l'exercice, par exemple. Pourquoi l'exercice? Si on donne un médicament qui enlève l'amyloïde, va grosso modo agir seulement au niveau nano en coupant l'amyloïde à ce niveau-là. On comprend quelque chose comme l'exercice. L'exercice va agir à peu près tous les niveaux, avec des boucles de renforcement généralement positives à tous les niveaux. Okay? À l'inverse, si on se blesse, même chose, mais à tous les niveaux. Donc, c'est peut-être une piste pourquoi l'exercice, par exemple, d'un est difficile à capturer comment ça fonctionne, parce que si on n'a pas de bon modèle, on ne pourra pas comprendre tout. Et pourquoi c'est si efficace comparé à d'autres interventions? Parce que justement, ça implique des différences à tous les niveaux. On a plus de chances de rétablir ou de maintenir une homéostase si on travaille sur plusieurs facteurs à la fois. Modéliser ça. Beau travail. Donc, quand je vous disais un peu grandiose, c'est ça, parce que je m'embarque là-dedans. Pourquoi pas? Allons-y. Je ne finirai jamais, c'est clair, c'est beaucoup trop complexe, mais on s'amuse, on est en recherche, donc voilà. Il faut comprendre qu'il faut modéliser les entités à l'intérieur de niveau et ensuite modéliser leur interaction inter-niveau. Et là, ben, chaque niveau va avoir besoin de techniques relativement différentes. La technique qu'on a prise pour modéliser au niveau nano et au niveau micro va faire appel beaucoup aux mathématiques parce on a décidé de virtualiser les entités et de faire les relations entre les entités avec des équations différentielles ordinaires, ODI. Plus on monte de niveau, plus on tombe dans le spatial, puis il va falloir, par exemple, qu'on change d'approche, probablement avec des approches d'équations différentielles partielles. Quand on monte encore tous les voxels pour aller vers la cognition, ben, peut-être que là, le deep learning, l'apprentissage profond pourrait être utile, et ainsi de suite. Mais il n'y aura pas une seule approche mathématique qui va être capable de faire l'entièreté. Hein. Donc, voici de quoi ça a l'air quand on regarde un premier modèle. On s'est lancé. Plein de petites boîtes qui correspondent à plein d'entités. Donc, vous voyez des A, en général, A bêta, donc on a essayé de modéliser l'amyloïde. Il y a des A pour les astrocytes, il y a des N pour les neurones, il y a des M pour la microglie, il y a on a du tau, on a des macrophages, on a quelques molécules TNF-alpha et ainsi de suite, on a de l'insuline. Bon, bref, on s'est amusé à essayer de mettre un paquet de trucs pour voir qu'est-ce que ça donne. Comment ça fonctionne si j'en prends seulement un? Prenons les plaques amyloïdes. Donc, il y aura un test à la fin. On a ici une équation différentielle ordinaire. On a un terme qui dénote le changement dans les plaques à travers le temps. Proportionnel à quelque chose. Donc, proportionnel dans ce cas-ci, on a dit les plaques sont proportionnelles à la concentration d'oligomères qui forment les plaques. Okay. Et une dégradation par des macrophages et la microglie qui, elle, dépend, par exemple, de la POE. Parce qu'on a vu ça dans la littérature. Donc, on se base sur essayer de trouver des relations qui existent dans la littérature. Finalement, une équation de concentration pour mettre le tout. OK, donc vous avez vu toutes les petites boîtes. Chacune des flèches, c'est une équation comme ça. Quand on réussit à avoir ce système complexe-là, il y a moyen maintenant, c'est relativement aisé, en fait, de nos jours, de solve ces équations-là avec des ordinateurs de moyenne puissance. Un laptop fait l'affaire sur 50 ans, de 30 ans à 80 par incrément d'une journée. On aurait pu incrémenter à toutes les heures, si on veut, à toutes les secondes. Bref, rendu là, c'est uniquement une question de capacité de calcul. On est allé à la journée pendant 50 ans. L'immense difficulté, et je remercie Léonard, qui était en mathématiques et qui s'est tapé un travail de fou pour trouver dans la littérature au-dessus de 150 paramètres différents qui règlent chacune de ces équations-là, backées par des études animales, chez l'humain ou ainsi de suite. 40 millions de suppositions de toutes sortes qui tiennent à peu près pas la route. Bref, c'est excessivement difficile, mais ça nous permet de générer ensuite des résultats comme ça. Donc, vous avez ici en haut la courbe des plaques
amyloïdes pour les femmes et les hommes, femmes en rose et les hommes en bleu. C'est Léonard. C'est elle que je choisis, donc on aurait dû prendre jaune et bleu, jaune et vert pour être non-genré, mais enfin, peu importe. Mais est-ce que ça nous permet aussi, vous vous rappellerez que dans l'équation, on avait le statut ApoA4. Donc, on était capable d'ouvrir ou fermer le statut ApoA4. Donc, les paramètres changent en conséquence et donc, ça nous permet d'avoir des courbes différentes. Est-ce que ces courbes-là ont du bon sens? Oui, à peu près. Période de dormance. Ensuite, ce qui drive beaucoup la relation, la croissance de l'hémorroïde était de l'inflammation. Personnellement, ça me faisait grand plaisir parce que c'est quelque chose que je trouve qui est relativement logique et qui continuait. Voilà. Ce genre de courbe, on est capable donc de l'avoir pour chacune des entités. Ça nous donne tout ça. Je vous passe les détails, mais vous voyez tout de suite qu'on est donc capable de modéliser carrément l'entièreté de toutes nos entités. Certaines des entités, donc comme les plaques amyloïdes, le travail qui n'est pas fait, qui reste à faire. Les plaques amyloïdes, on est capable d'aller voir en tête. En tête, c'est quoi la concentration locale? Les neurones, on est capable relativement d'aller voir les concentrations locales. Si on prend l'épaisseur corticale, par exemple, la perfusion, on va être capable d'aller chercher. Bon, vous voyez qu'on va être capable de passer de la théorie à la pratique. Évidemment, tout ce qui est marqueur CSF va également, dans le SCR, va également être capable de nous informer. Donc, on va être capable de faire la boucle et de passer de la théorie à la pratique et revenir. Ce que j'aime bien comme physicien, parce qu'en général, en médecine, si on fait l'inverse, on a des données, on dit, on va voir s'il y a une association. On trouve une association, puis après ça, on fait une théorie. La physique fonctionne à l'envers, on fait une théorie, on fait un modèle, on va prendre des données et on vérifie si le modèle match les données. Sinon, on repart le modèle et on recommence. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est un modèle. On va chercher tant qu'il et non l'inverse. Aussi, vous comprendrez tout de suite de la deuxième étape, de faire en mathématiques des analyses de sensibilité, de voir qu'est-ce qui se passe, mais d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Vous vous rappellerez, j'avais une petite boîte d'insuline, mais on avait mis une courbe d'insuline avec l'âge. Qu'est-ce qui arrive si on la met à zéro? Flat, aucun changement d'insuline avec l'âge. Donc, par exemple, on est capable de rendre les gens résistants à l'insuline ou pas. On est capable de les mettre résistants et ensuite de dire, OK, ils prennent de la médication. Tout ça peut être modélisé de façon mathématique et donc on va avoir des résultats par après. Vous imaginez immédiatement tout de suite le potentiel théorique, pratique, quand je l'aurais fait, pour une personne unique, d'avoir vraiment des réponses individualisées de traitement. Même chose pour d'autres possibilités. Il y a des médicaments qui existent sur le marché. On sait qu'ils existent, par exemple, pour diminuer l'inflammation de ci, diminuer l'activation quand est prouvée, diminution de l'activation des microglies. Est-ce qu'on est capable de recréer les résultats cliniques? C'est ce genre de choses qu'on se promet de faire. Je ne passe pas à travers les graphes. Les données sont ce qu'elles sont d'un point de vue mathématique. Nous n'avons pas fait le travail de vérification, pardon, de validation avec les données réelles. Donc, je remercie Léonard pour le gros bout de chemin. C'est quand même une maîtrise. On travaille très fort. Le travail reste à faire pour avancer. Qu'en est-il au prochain niveau? Autre modèle, donc on a essayé de relier le niveau macro au niveau méso, donc des structures jusqu'à la fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive quand même de façon routinière. Il y en a plein des modèles comme ça. Vous voyez tout de suite, par contre, pourquoi je veux le faire maintenant. Je vais avoir le mien, parce que là, je vais être capable de brancher tout ça éventuellement. Donc, nous, on a regardé surtout, on définit le concept d'unité. Donc, une unité est une structure. On pourrait aller au niveau du voxel. On est resté au niveau de la structure, par exemple, l'hippocampe, le cingulate gyrus, pour ne pas se casser la vie. Parce que même un hippocampe, même un voxel sur un cerveau d'1 litre, une résolution d'1 millimètre cube, ça fait 1 million de voxels. Ça commence à être beaucoup trop d'informations quand on commence à accumuler beaucoup de vecteurs. Donc, on s'est dit, OK, on va simplifier ça. On prend une parcellation, par exemple, FreeSurfer, qui nous donne 80 structures environ, corticales et sous-corticales. On appelle ça une unité. Dans chacune des unités, on va dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de nécessaire pour
dans notre modèle macro-méso. Ce sont les unités, les fonctions nécessaires, les facteurs qui sont nécessaires au maintien de la fonction de cette unité. Alors, il faut des neurones, il faut des neurotransmetteurs, il faut du métabolisme, il faut du vasculaire, il faut de la connectivité et il faut, en fait, quelque part aussi gérer l'inflammation. Donc, on a regardé des proxys de tout cela. Donc, on sait très bien qu'on ne mesure pas ça directement, mais on a pris un proxy de l'intégrité neuronale, l'épaisseur corticale, un proxy du métabolisme, le FDG-PET, proxy de la quantité de myéline, on est allé avec le ratio T1, T2, proxy de la du cerveau vasculaire, l'ASL. Il y en a d'autres. Évidemment, on aurait pu utiliser la diffusion pour la connectivité, ADC, etc. On va y arriver. Des articles récents que j'ai vus 2021 qui sont absolument fantastiques. Faites tous attention, comme quoi l'inflammation serait plus responsable du signal FDG-PET que l'activité synaptique. OK? Ça m'a un peu renversé parce que ça fait 20 ans que je pense que PET égale FDG-PET égale métabolisme, point barre. Mais non. Donc, on apprend toujours des choses. Mais bon, commençons avec ça. On est allé dans ADNI. Pour ceux qui ne connaissent pas ADNI, une étude nord-américaine, le Canada est quand même représenté, qui dure depuis maintenant 15 ans. Donc, le but est de regarder des gens sur l'entièreté du spectre Alzheimer, contrôle, SCD, selon leur définition, TCL et maladie d'Alzheimer. Ici, en anglais, Cognitively Unimpaired, MCI et AD. Au total, 1900 personnes, 7700 visites. Okay? Pour les résultats qu'on vous montre, on a pris chacune des visites comme si c'était un nouveau point venant d'une nouvelle personne. Okay? C'est une sursimplification. Ce n'est pas un modèle longitudinal qu'on a fait pour l'instant. On voulait avoir plus de données pour être certain d'avoir une bonne puissance. Qu'est-ce qu'on a fait pour tout ça? On a regardé un seul score cognitif global, ADAS-13. Je ne pense pas ici que je vais vous apprendre c'est quoi. Il fallait commencer à quelque part. Premier modèle, Cognitively Unimpaired et MCI seulement. Je remarque 33% des sujets cognitivement sains de l'ADNI sont positifs à l'amyloïde. Au-dessus de la moitié des TCL sont positifs à l'amyloïde aussi. Okay? Gardez ça en tête. Quand on fait un modèle, donc, vous avez toutes les structures. Par structure, vous avez tous les facteurs que j'ai mis, épaisseur corticale, perfusion, etc. Tout ça a été normalisé sur l'âge et le sexe, selon d'autres banques de données dont je vous passe les détails. Quand on fait un modèle par apprentissage machine, donc Support Vector Regression pour ceux qui le savent, voici un facteur à la fois, le R carré pour expliquer la variance de la cognition ADAS-13. Donc, les risques cardiovasculaires, diabète, machin, 0,12, jusqu'à vasculaire, 0,37. R carré. Quand on met deux facteurs, je vais sauter tout de suite à trois facteurs ensemble pour expliquer la variance. Donc, c'est des assemblages de différentes structures. Ce n'est pas toujours le même facteur dans la même structure. Okay? Ça aussi, c'est important à se rappeler. Donc, je vais attirer tout de suite votre attention sur, en bas à droite, les combinaisons de trois facteurs. Épaisseur corticale, T1, T2, perfusion, épaisseur corticale, FDG-PET, perfusion, T1, T2, FDG-PET ou perfusion, peu importe. On est au-dessus de 0,9 R carré pour expliquer la variance en ADAS-13 chez des gens cognitivement sains et TCL. Zéro amyloïde dans le modèle. Okay? Donc, c'est trop beau pour être vrai, en général. Qu'est-ce qui se passe? Probablement un peu d'overfitting. On se souvient qu'on a pris tous les sujets comme étant chaque data point comme étant un. Il y a des sujets qui ont 15 ans de data point. Il y en a qui en ont 3. En général, le suivi moyen est autour de 3 ans et demi, 4 ans.
Quand même, je pense pas qu'il y a tant, je pense pas que le signal va disparaître du jour au lendemain. OK? Donc, de toute évidence, une approche multifactorielle de système que j'appellerais essentiel à la fonction cérébrale, avoir des neurones, qu'ils puissent être activés, qu'ils puissent être connectés et qu'ils puissent avoir de l'oxygène est suffisant pour expliquer le déclin cognitif. Vous allez me dire, oui, mais la maladie d'Alzheimer. Ben, allons-y, rajoutons les AD dans le chapitre, dans le portrait. Ça ne change pas beaucoup. Un petit peu vasculaire, par exemple, c'était le meilleur à point 37. On est rendu à point 39, donc c'est pas utile la même des choses. Et quand on regarde les trois facteurs, ben, exactement la même histoire. Que même quand on rajoute la maladie d'Alzheimer, où là, on a à peu près 75 80, 90 de positivité l'amyloïde chez les gens admis, on est capable d'expliquer au-dessus de 0,9 R carré le déclin cognitif, encore avec les mêmes trois facteurs. Sur l'entièreté du spectre, c'est pas seulement chez les Alzheimer, il y a également les contrôles, les MCI et les AD. Alors voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit pour moi que l'Alzheimer est une maladie multifactorielle. Okay? J'entends continuer à essayer de le démontrer de façon théorique et pratique. Touche un ensemble de processus, chacun avec sa trajectoire, mais peu importe lequel débarque en premier, à la fin, c'est un système complexe. L'entièreté du système est affectée. Il faut donc mieux comprendre les interactions entre ces facteurs et leur influence catalytique. Certains vont être des accélérants pour d'autres. Et les interventions doivent donc essayer de limiter ces interactions, si on veut espérer ralentir le déclin. Pour gérer tout ça, si vous essayez de faire un essai clinique pour essayer de gérer tout ça en même temps, bonne chance. Quand vous multipliez, quand vous essayez d'avoir la puissance statistique pour chacun des facteurs de façon indépendante et avec toutes les interactions, okay, vous allez avoir un devis expérimental du tonnerre, mais pour avoir assez de sujets pour avoir une puissance statistique à l'intérieur, c'est impensable. Okay? Absolument, logistiquement impensable. Donc, ça comprend l'entièreté de tous les systèmes de santé de la planète et on regarde les données, ce qui pourrait être fait en passant, et où on y va par une approche théorique, celle que je propose, et ensuite on voit si ça fait les données plus maigres que nous avons. Okay? Donc, évidemment, faire les deux serait l'idéal. On va se rejoindre au milieu. La difficulté quand on est en théorique, par contre, c'est quel facteur regarder, quel paramètre regarder, et évidemment trouver les conditions initiales. On ne s'en sort pas. Il y a tout un concept de dérivé des paramètres. Okay? L'influence d'un paramètre lui-même va changer dans le temps. Okay? Donc, plusieurs boucles donc, ça rajoute quand même une certaine difficulté mathématique à la chose, parce qu'on a vraiment une dérivée dans les paramètres eux-mêmes et une interaction de paramètres entre eux. Et finalement, selon moi, ça pointe que c'est des systèmes relativement simples qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Je ne veux pas dire que la myéloïde est ésotérique, pas du tout, mais que si la myéloïde, par exemple, est une réponse à l'inflammation, posons-nous la question pourquoi il y a de l'inflammation en premier, ou si c'est une réponse à l'infection, pourquoi il y a de l'infection en premier. Réglons ce problème-là si on veut ensuite régler un problème amyloïde. Si l'amyloïde est une réponse à l'inflammation ou une réponse à l'infection, vous voyez tout de suite l'espèce de problème qu'on s'en va dans le domaine parce qu'on est en train d'enlever l'amyloïde. Et donc, les trois médicaments approuvés font ça de façon très efficace, on le sait. Et donc, en théorie, on enlève ce qui, à quelque part, pourrait être bénéfique, une réponse innée du cerveau pour se protéger. Que va-t-il se passer pour ces gens-là? C'est une excellente question. Dans le New England Journal of Medicine qui est sorti avec l'article sur l'éducanumab, l'article suivant est une patiente qui est décédée d'un ACV. Okay? Quand ils ont essayé de la perfuser, elle est morte en matière d'heures. C'est une patiente qui était sur l'essai clinique. Elle est morte immédiatement. Okay? C'est comme si son cerveau avait perdu toute porosité et tout d'un coup, voilà. C'est une anecdote et c'est une personne. On sait qu'il y a des microsegments qui sont associés, les ARIA-E, les ARIA-H qui sont associés
à enlever toute cette quantité d'amyloïdes-là. Donc, il y a quelque chose à aller fouiller là-dessus, là, parce que je ne suis vraiment pas convaincu en regardant ces évidences-là. On fait nécessairement un pas de l'avant en enlevant l'entièreté de l'amyloïde. Est-ce qu'il y a une question de dose à avoir? Est-ce qu'il y a une question de titration à faire? Bonne question. Il demeure que plus on comprend ça et plus on comprend tôt, plus ça veut dire qu'il faut qu'on passe d'une approche corrective à vraiment une approche préventive. Je pense que tout le monde va le comprendre ici. C'est un des thèmes des 2 journées. Mais pour moi, la conclusion logique d'une approche préventive fait donc que Alzheimer ne devient pas un problème neurologique, il devient un problème de santé publique. Parce qu'il faut qu'on agisse à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et ça, c'est bien avant que les gens soient dans le bureau du médecin avec un problème cognitif. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais prendre des questions. Cette présentation très stimulante et je suis vraiment impressionné par ce travail gigantesque. Je voudrais le cas éventuel, je demandais juste si M. Darcy a pu faire après. Non, M. Darcy va bien. La principale particularité, vous me permettrez, M. Darcy s'appelle M. Darcy parce que on l'a pris parce qu'il c'est un V6 qui est capable de tirer notre roulotte qui s'appelle Emma. Donc, pour ceux qui ont une connaissance de la littérature, vous allez comprendre la référence. Et donc, pour les vacances cet été, il était critique que M. Darcy reste en vie, d'où les cieux. Mais merci. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Oui. Je me demandais si avec les modèles, éventuellement plus tard dans la recherche, vous seriez capable d'identifier, au lieu de juste identifier des groupes de facteurs, identifier des patterns, comme vous l'avez montré. On part d'un point différent de chaque personne, puis il y a plusieurs choses qui s'ajoutent, puis à la fin, on arrive avec tout le même, les mêmes systèmes qui sont touchés. D'identifier ces patterns-là avec les modèles. Oui, tout à fait. Différentes façons de faire une analyse de sensibilité. La plus simple est d'y aller d'un paramètre à la fois. Mais évidemment, on peut y aller plusieurs paramètres ensemble. Donc, là, le danger là, c'est qu'il faut être... si on se dit, OK, je fais bouger tous les paramètres qui ont rapport au vasculaire. D'accord. Il faut être sûr de notre coup, parce qu'évidemment, si on en oublie un, et c'est le bon, ben là, ça ne fait rien. Ou si on en a un trop, alors on a d'autres effets. Mais grosso modo, oui, si on entend du principe qu'on peut identifier des groupes de facteurs et des groupes de paramètres, donc oui, tout à fait, on serait capable de déterminer. Ça, c'est ce qui arrive. Voici le patron, en fait, conclusion logique. Voici un patron sur qu'est-ce qui se passe quand on a un problème vasculaire. Voici un patron qui se passe quand on a un problème d'inflammation. Et donc, en arriver, logiquement, à des sous-types. Hein? Plein de sous-types de maladies d'Alzheimer qui sortent par toutes sortes de moyens, des sous-types cognitifs, des sous-types d'imagerie, des sous-types de pathologie, des sous-types de tout et n'importe quoi. La difficulté, c'est quoi la corrélation entre tous ces sous-types-là? C'est pour ça que je pense que quand on a des modèles, je ne dis pas que mon modèle est le bon, là, mais je vous invite tous à faire des modèles parce que c'est comme ça qu'on va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de dire, ah, OK, finalement, ce que je pensais être un sous-type d'inflammation, ben, ce sont tous ces facteurs-là à différentes échelles. Et voilà ce qui me donne tel sous-type cognitif aussi. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Tu l'as noté toi-même, l'aspect. Je regarde les scores d'ADA chez les personnes normales et les personnes handicapées. S'attend à ce qu'il y ait peu de variabilité dans les scores. Est-ce que ça a un impact sur ton modèle, déjà ça? Peut-être qu'il y ait peu de variabilité, que tout le monde ait au maximum des scores. L'autre chose, c'est est-ce que si je regarde les sous-types comme les versus fonction exécutive versus le langage, est-ce que tu pourrais aller regarder en fait différents modèles avec différentes formes de maladie d'Alzheimer? Tout à fait. Donc, c'est là que je ne suis pas neuropsy. Olivier, par contre, fait un modèle LEAP.
Donc, je me rabats sur lui pour faire le choix, puis en fait, je dois le défendre ici. Est-ce qu'il y a un effet plancher avec l'ADAS? Oui. Est-ce que dans ADNI, on le voit, il y a quand même un bon suivi. Donc, il y a beaucoup des contrôles ADNI qui ont commencé à avoir un déclin cognitif qui n'est pas nécessairement objectivé, mais quand même une certaine variabilité. Ceci dit, c'était un premier essai. On ne va pas rester là du tout. Moi, ce que j'avais demandé à Olivier, c'est, d'un, c'est un premier essai parce que, regarde, j'ai des présentations à faire, toujours j'ai quelques résultats à montrer. Mais je suis encore en recherche, puis aidez-moi là-dessus de tests cognitifs qui me donnent vraiment quelque chose d'ultime sur la santé cérébrale du cerveau. Et genre, le plus proche qu'il m'a dit, vitesse de traitement, qui serait l'espèce de clock interne, ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'ingénieur, OK, là, on s'approche de quelque chose qui est assez fondamental, parce que j'aimerais vraiment voir l'effet de cette espèce de processus de base, je dirais, partout dans le cerveau. Une des choses que j'ai jamais compris en tant qu'ingénieur et non neuropsy, c'est pourquoi dans ces régions-là, pourquoi ce patron-là. Right? Parce que le lobe occipital, lui, il reste parfait. Ben non. Pourquoi ne vieillit-il pas? Il vieillit lui aussi. On est peut-être moins capable, on vérifie moins, donc on est moins capable de déceler un déclin, qui soit léger, petit, au même titre que, parce que la mémoire, ça a été hyper étudié. On a des tests super fins. Sylvie arrive avec 40 000 batteries, puis là, on est capable de faire des différences. Hein? Mais en théorie, si le cerveau vieillit, puis si ce que je montre est vrai, ça devrait être vrai relativement à l'entièreté du cerveau, de façon variable, bien sûr, mais ça devrait être vrai partout. J'aimerais vraiment ça, être capable de faire ça partout dans le cerveau. Donc, le défi, c'est plus pour vous de générer des tests qui soient relativement indépendants d'autres effets. Il faut qu'on interagisse avec la personne, il faut que la personne comprenne, il faut que la personne fasse le test. Il y a plein de trucs. Mais c'est là qu'on essaie d'aller. Voilà. Merci.